même nous, comme groupe, on a réfléchi. Dans une réunion précédente, on a réfléchi et discuté à savoir si les metteurs en scène devaient intégrer des trucs d'accessibilité dans les montages de la création d'un spectacle. Et aujourd'hui, on a parlé que mettre des adaptations pour les personnes handicapées, ça sert aussi aux gens qui sont pas de handicap. Alors, je me dis, même nous, comme groupe, on a cheminé. Dialogue, un balado-réflexion sur l'accessibilité aux arts vivants des publics issus de la diversité capacitaire. Épisode 6. Solutions. Dimanche 1er octobre 2023. C'est la dernière réunion du comité au Salon d'honneur chez Duceppe. Cette rencontre fait suite au tout dernier spectacle que nous avons vu la semaine précédente, Salle de nouvelles. Le groupe fait le bilan de cette dernière expérience en salle, des solutions mises en place lors de celle-ci et du projet dans son ensemble. Malgré les obstacles rencontrés et les imperfections du processus, la grande majorité des participantes et des participants me témoignent d'un sentiment de satisfaction d'avoir été entendus par l'institution. Jean-Simon parle aux membres de la réflexion que le travail du comité a suscité chez Duceppe, puis Carmen Papalia parle du dialogue nécessaire à un processus d'accessibilité. Vous en parlé de sensibilisation. Je trouve ça important parce que moi, au contact de cette recherche-là, j'ai comme à l'écoute aussi de vos parcours personnels, j'ai été sensibilisé à cette cause-là, puis c'était vraiment important pour moi. Puis juste d'en parler après, quand je revenais au bureau pour en discuter avec mes collègues, j'ai senti que c'est tranquillement ça monte un peu dans la pile. Ça remontait, voilà. Vraiment, ça a commencé par ça. Puis vous parlez aussi ça m'a beaucoup questionné sur l'accessibilité. C'est nous, chez Duceppe, quand on fait nos planifications stratégiques, puis qu'on se réunit, on dit toujours qu'on est un théâtre de première ligne, on veut être un théâtre accessible. On n'était pas vraiment accessible, c'est ce que je me rends compte. Ça me questionne beaucoup, en fait, c'est une réflexion, j'arrive pas à avoir une réponse encore tout à fait là-dessus, mais c'est clairement une question que je continue à mijoter. Je pense à l'accessibilité lorsqu'elle est bien mise en place. Quelle est la différence? Bien, je crois que ce sont des besoins. C'est un dialogue. Je crois qu'idéalement, une relation bienveillante doit guider l'accessibilité. Une des valeurs chères aux membres du comité était le respect de l'autonomie des spectatrices et des spectateurs et la valorisation de leur indépendance. Ainsi, le comité en est venu à la conclusion que l'accessibilité est une responsabilité partagée entre l'établissement culturel et son public. Pour les membres du comité, le théâtre a la responsabilité d'offrir un lieu sûr, des informations claires et un contenu accessible. Le public, lui, a la responsabilité d'exprimer ses besoins, de se renseigner sur les services offerts et d'apporter le matériel nécessaire à son bien-être. Le public et l'établissement culturel ont la responsabilité commune de travailler ensemble pour une meilleure accessibilité. Des membres échangent en réunion sur l'importance de cette responsabilité partagée pour valoriser l'autonomie et l'indépendance du public de la diversité capacitaire et discutent d'une piste de solution concrète. Je pense que j'ai espoir que ce comité-là réussisse à faire changer les choses avant la pièce. Donc, tu sais, mettons que si tu es une personne en situation de handicap visuel, qu'il y ait des outils pour toi qui soient mis à disposition, puis que ça soit plus accessible aussi, parce que des fois, demander des trucs particuliers, c'est pas accessible, puis ça vient toucher une corde sensible. On est fiers, on veut pas demander d'aide, puis des fois, il faut demander d'aide. Puis je trouve que si c'est plus accessible, si c'est plus mis de l'avant, tu sais, qu'on aille, que c'est possible de demander des trucs spéciaux, ben je pense que ça va juste aider, là. Je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des mesures d'accessibilité conjointes entre le théâtre, l'institution et la responsabilité individuelle. Mais je voudrais pas qu'on oublie que c'est pas toujours évident pour la personne. Donc, tu sais, faudrait que ça soit vraiment comme simple, tu
que tout soit regroupé sur un site parce que des fois on n'est pas niaiseux, mais c'est difficile. C'est de donner la possibilité de le spécifier lors de l'achat de billets. OK. Il y a une question, en quoi avez-vous besoin de services spéciaux? Ça, c'est bien. J'aime beaucoup l'idée, je trouve qu'elle est vraiment intéressante parce qu'il y a l'offre d'accessibilité que l'institution peut offrir, la responsabilité de la personne, du public de faire ses démarches, mais Python, ce n'est pas des coûts supplémentaires, ça fait juste au moins que la communication, l'offre d'accessibilité est comprise des deux côtés. Je veux juste revenir aussi sur la bonne suggestion de l'idée de cocher ça, en fait. Est-ce qu'après, il y a comme un menu déroulant qui donne la possibilité de nommer? Est-ce que nous, après, dans un courriel, si on vous envoie, par exemple, la page avec l'information, puis la personne contacte si vous avez des questions, est-ce que Ça pourrait être une super façon. Si je suis malentendant, puis que je vois, avant d'acheter mon billet, qu'il n'y a pas de système pour m'aider, je n'achèterai pas le billet tout simplement. Là, je pense qu'à l'entrée, ça m'apparaît comme l'endroit idéal pour qu'on sache qui est disponible. Ça permet de juger de chez vous. Il n'y a pas d'ascenseur, je suis en chaise roulante, je ne vais pas là. Puis je pars toujours du principe que plutôt que de dire qu'un lieu est accessible, citer les différents outils d'accessibilité, puis c'est après nous qui allons être capables de nous dire ok, ça c'est accessible pour moi ou ça ne l'est pas. Fait que l'idée d'un système déroulant, enfin je veux dire des outils d'accessibilité à la carte où on est capable nous de dire ok, moi j'ai besoin de cette assistance. Le comité s'est concentré sur des solutions concrètes d'accessibilité. Tout au long du projet, les membres ont fait des propositions qui ont été regroupées sous 9 catégories. Leurs principales préoccupations concernaient la communication des informations, la qualité de l'accueil, le soutien à la compréhension et l'attitude des établissements culturels. Bien que des mesures d'accessibilité de base soient jugées essentielles, telles qu'un accès sécuritaire aux lieux et certains services d'adaptation par exemple, les membres préfèrent des solutions créatives et évolutives, adaptées aux moyens de l'établissement et réalisées en collaboration avec le public, plutôt que des solutions standardisées. Nous avons donc testé des solutions en salle de spectacle répondant à des besoins spécifiques du comité. Un mot de bienvenue adapté, prononcé en début de spectacle, un document scène à scène pour soutenir la compréhension des membres et 2 visites tactiles pour tester, entre autres, un protocole pour public neurodivergent proposé par 2 participantes. Voici quelques témoignages de participantes concernant l'essai de la visite tactile, puis du mot de bienvenue prononcé par Jean-Simon au début de Manikanetich. Je me souviens que tu m'as demandé, est-ce que tu penses que ça a du sens que ce soit le jour même? Puis je trouvais d'emblée que oui, ça donnait vraiment un sens réel à ce que moi, en tant que personne TSA, allais apprécier de cette visite tactile-là. Donc, tout le contenu, toute la dimension physique, tandis que là, j'allais pouvoir être réceptive. Sauf que finalement, je me suis aperçue que le jour même, pendant l'explication de Jean-Simon, pendant que j'ai rencontré Denis Bernard, pendant que j'ai visité la scène et tout ça, puis je me rappelais, oh mon Dieu, c'est aujourd'hui qu'on voit le spectacle. Oh mon Dieu, c'est tantôt. Puis là, j'étais comme, la journée est chargée. Puis là, je me disais, mais j'en avais comme beaucoup d'informations déjà à apprivoiser. Ensuite, on a assisté au spectacle, puis là, j'avais fait la lecture de tout le texte, puis ça m'a super aidé à suivre. J'ai été vraiment attentive tout le long. En plus, j'étais capable d'être attentive tout le long parce que je connaissais tous les éléments du décor, j'avais toutes les informations que j'avais besoin, j'avais eu les réponses à mes questions, donc toutes mes neurones, toutes mes branches d'arbres étaient toutes prêtes pour que les feuilles comme se collent, tu sais, là. Sauf que là, après, je me suis rendu compte que mon arbre était plein, mais là, il fallait que je sorte dehors, comme de la salle, les lumières allumées, et puis là, c'est la première fois, on dirait, l'une des premières fois que j'ai été autant surchargée après le spectacle. Puis là, il y avait comme trop de stimuli auxquels je ne m'étais pas préparée. Puis j'ai croisé Jean-Simon, puis j'étais comme mes lunettes de soleil par-dessus mes lunettes, mes coquilles encore, puis je me sentais vraiment handicapée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'accessibilité au spectacle, c'est pas juste le spectacle, mais c'est vraiment l'inclusion, c'est d'avoir sa place. Puis la place, c'est
avant, pendant et après. Fait que là, c'est là que j'ai réalisé à quel point la visite tactile, elle m'avait vraiment donné une charge là, d'information. Est-ce que ça aurait dû être une autre journée? Ben, on dirait que peut-être la personne qui en a besoin, elle ne serait pas obligée, disons, de le faire le jour même de la représentation de son billet. Moi, c'était la première fois que je vivais ça au théâtre, là, tu sais, donc, quand Jean Simon a pris la parole pour dire qu'il y avait un projet de recherche avec l'UQAM, et puis que dans ce contexte-là, tu sais, il y avait des personnes à situation de handicap, tu sais, qui utilisaient notamment, tu sais, des iPads. Fait que j'ai trouvé que c'était intéressant. Je me suis dit, tu sais, qu'est-ce que ça ferait en 2023, puis là, on présente, tu sais, comme tout le contexte et tout, puis là, je me dis, peut-être qu'éventuellement, il n'y aura même plus besoin. Fait que je me dis, ça pourrait être intéressant aussi, qu'éventuellement, on n'ait pas besoin de justifier, les mesures d'accessibilité, mais juste de les annoncer simplement, par exemple, en disant une phrase comme le théâtre du Jean Duceppe va être heureux de vous accueillir pour la pièce de théâtre, tout ça, veuillez éteindre tous vos écrans, sauf pour les personnes qui les utilisent à des fins d'accessibilité. Mais j'étais super contente, que Jean Simon l'a dit, comme, je me disais à moi-même, justement, comme, c'est le fun de voir l'évolution live. Pour le comité, l'accessibilité se résume finalement au développement d'une relation de confiance avec l'établissement culturel. Ça implique un processus d'accessibilité conçu sur le long terme. Une grande majorité des membres suggèrent donc de créer des comités consultatifs composés de spectatrices et de spectateurs de diverses capacités pour chaque institution culturelle afin de permettre un échange et une rétroaction continue sur l'accessibilité. Les membres du comité, ainsi que Carmen Papalia, soutiennent cette idée. Y a-t-il comme un genre de brigade à qui que les personnes avec différents handicaps pourraient parler des différentes problèmes auxquels ils sont confrontés? Est-ce que, je ne sais pas si Jean-Simon fait partie du conseil d'administration de Duceppe également, mais est-ce qu'il y a des représentants du peuple handicapé qui peuvent des fois avoir des périodes de questions ou encore avoir le sentiment que le message est bien rendu? Je pense que c'est important à la personne de bien s'exprimer et d'être écoutée. Il n'y a pas de façon d'aider une personne handicapée mieux que de l'écouter et de l'accompagner dans ce qu'elle demande. Je pense qu'une des choses qui est vraiment importante à retenir, là, c'est à quel point les personnes qui ont des besoins particuliers sont une source vraiment importante d'informations pour améliorer l'expérience de tout le monde, finalement. Donc, c'est ça que je pense qui est une des conclusions importantes, c'est que, dans le fond, les informations sont applicables à beaucoup d'autres personnes. Je crois qu'il doit y avoir une sorte de rétroaction, de la place pour une discussion entre le public et l'institution. Le Guggenheim Museum l'a fait. Je crois qu'ils ont planifié un espace pour un groupe en particulier. Le musée a respecté les idées des participants et a fait un suivi. Si vous essayez de vous conformer à la loi et aux politiques, ou de ne pas être biaisé, c'est en fait les pires circonstances pour développer une relation. Et c'est exactement ce dont on a besoin. L'accessibilité doit être basée sur la confiance. Elle doit être une réponse aux besoins et aux désirs actuels. Je pense que l'accessibilité doit répondre aux désirs, pas seulement aux besoins. Comment voulons-nous participer? Pour plusieurs des membres du comité, un autre élément de satisfaction de leur participation au projet vient du sentiment de pouvoir contribuer activement à améliorer l'expérience culturelle de la population générale par leur propre expérience au théâtre. Dans Love's Labour Revisited, un texte paru en 2002, Eva Feder-Kitté nous incite à nous questionner sur notre responsabilité collective à offrir un support social adéquat qui met de l'avant le droit des individus avec divers besoins à la participation à la société et à une vie pleine et riche à leur mesure.
Les membres du comité ont particulièrement apprécié la richesse des échanges avec des personnes aux expériences de vie diverses. Cela a même poussé certains membres à imaginer un théâtre comme lieu social de rencontre et de partage, en dehors des discours dominants où toutes les classes et conditions se côtoient librement. Un lieu pour refaire le monde, dans la salle et autour. 2 membres du comité et Carmen Papalia. C'est un lieu où tu t'en vas pour requérir, comme n'importe quel autre service, tu sais. Tu irais chez le dentiste, tu te présentes là à ton rendez-vous, puis après ça, tu sors. Oui, ça te laisse des impressions, oui, ça a un élément social, ça porte à la réflexion. Mais le lieu, il me semble que ça pourrait être un bon lieu pour, tu sais, le forum ou l'agora, mais ça pourrait être un lieu de rencontre ou un lieu social beaucoup plus signifiant que ça l'est là. Mais ça dépasse l'accessibilité, là, parce que là, on est pas mal chacun dans nos isoloirs, tu sais. T'as le public, puis t'as les personnes handicapées. Mais il n'y a pas tellement d'échanges ou de mélange. Probablement que ce lieu-là pourrait être justement un lieu qui pourrait permettre davantage l'inclusion. De rendre le handicap culturellement accepté aussi, c'est ce qu'on a fait toutes ces semaines. Et puis peut-être un jour, alors après c'est presque une utopie, mais si on considère que le handicap, on le porte tous sur nous et que la société est validiste, l'objectif presque utopique de tout le monde ici, c'est que le handicap devienne une normalité et qu'il disparaisse de lui-même. Et c'est ce que je voudrais laisser dans ce comité, c'est-à-dire que le handicap disparaisse un jour dans les lieux de culture et que, au final, la culture serve de véhicule et que le handicap devienne une normalité et qu'on ne soit plus regardé de travers. Comprenons-nous le handicap comme une partie importante de l'humanité dans notre expérience humaine commune? En fait, je crois qu'il en fait partie. C'est une partie souvent ignorée de ce que signifie être humain, et certaines cultures le reconnaissent. Comme les cultures de l'Est, je crois, comprennent que le vieillissement et les maladies font partie du cycle de la vie. Je pense que nous pourrions apprendre beaucoup des personnes qui vivent ces expériences si elles sont incluses de manière significative. J'ai entrepris ce projet de recherche pour l'accessibilité culturelle d'abord en tant que mère et alliée. Et à ma grande surprise, j'ai dû remettre en question mes propres façons de faire et mes préjugés inconscients. J'ai parfois constaté avec horreur que malgré mes bonnes intentions, je commettais les mêmes erreurs que je critiquais. Ce projet a donc été une rencontre marquée par l'humilité, l'écoute et un désir d'apprentissage de toutes les parties prenantes, moi comprise. Pour qu'une réelle rencontre se passe, je crois maintenant qu'elle ne peut se faire que par ce chemin. Et j'ai désormais la conviction qu'une accessibilité durable des établissements culturels ne peut advenir que par cette rencontre. Mon rêve pour l'accessibilité est qu'elle devienne un espace inclusif pour la culture du handicap. Les différentes identités, réalités, personnification, apprentissage, style de culture de handicap. Nous avons un espace qui contient une diversité d'expériences, des façons de découvrir le monde, et nous n'avons pas de nom, pas de langage pour décrire certaines de nos positions, certaines de nos expériences liées à notre culture de handicap, parce que nous n'avons pas cet espace à notre disposition tout le temps. Donc, je crois que si l'accessibilité pouvait, vous savez, évoluer vers un espace qui pourrait accueillir la culture du handicap et lui permettre d'évoluer, je crois que ce serait un modèle plus viable que de simplement dire « Oh, voici, c'est l'argent qu'on peut vous donner. » Le respect, pour moi, c'est juste entendre qu'est-ce que la personne elle a à dire, puis comprendre sans vraiment donner son opinion, à moins qu'elle te le demande personnellement. Ben, juste que les choses soient à ta disponibilité, puis que t'es genre, c'est confirmé que tu vas l'avoir si t'en as vraiment besoin, que tu peux aller l'avoir, puis qu'il n'y ait pas d'incertitude pour l'avoir. Qu'elle soit juste à ta disposition, puis que tu sais où aller. J'aimerais ça que les personnes qui travaillent là-dedans puissent tenir leurs promesses. OK. Et merci beaucoup. Puis je t'aime beaucoup. Merci. Dialogue est un balado d'Evelyne Payette-Dalpé, présenté avec le soutien de l'Office des personnes handicapées du Québec. Montage et habillage musical, Michel Héroux.
Traduction, Léna Desjardins. Comédien, Michel Savard. Sous-titrage, traduction et interprétation LSQ, Cinéal et Jennifer Manning. Co-direction de recherche, Maud Gendron-Langevin et Guillaume Ouellette. Cette recherche a été rendue possible grâce au soutien du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du ministère de la Culture et des Communications du Québec et du Conseil des arts de Montréal.